Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Voici en ce mois de janvier les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer. Le passage de la Lune tout près d'Uranus le 1er janvier, la conjonction entre la Lune à nouveau et Mars le 3, la comète C 2022 E3ZTF qui est passée au périhélie le 12 janvier et se rapproche toujours de la Terre passe sous la magnitude 7 le 20, Vénus et Saturne seront très proches dans le ciel le 22 janvier et le fin croissant de Lune les rejoindra le 23. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, nous nous attarderons sur tous ces beaux spectacles et comme chaque mois bien sûr, vous pourrez découvrir leurs chroniques ainsi que leurs coups de cœur à la fin de cette émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis d'être tous les trois autour du micro. Je me tourne vers Sébastien parce que ces derniers mois, vous étiez loin, et là, vous êtes tout près. Ah oui, exactement. Voilà, j'ai repris le micro. Je suis bien content d'être avec vous. Eh bien, on est très heureux aussi de vous retrouver avec nous. Et d'ailleurs, écoutez, je vous laisse la parole, Sébastien, puisque chaque mois, c'est vous qui nous faites voyager dans le temps en nous plongeant dans l'astronomie du passé. Ça peut être très loin dans le temps ou très proche. Le mois dernier, vous nous aviez parlé du télescope Léviathan de Lordros. Quel est le sujet de votre chronique pour cette nouvelle année ? Alors aujourd'hui on remonte le temps mais pas très très loin, quelques décennies. On va parler de Jules Janssen que les arpenteurs du Père-Lachaise connaissent bien, puisque vous savez qu'au Père-Lachaise il n'y a pas que Jim Morrison qu'il faut aller vénérer, et aussi pas mal de scientifiques, exactement, aussi sûrement grâce aux substances qu'il prenait, comme certains observateurs dont on taira les noms aujourd'hui. Oula, oui. Je regarde l'œil inquisiteur de Nicolas Franco qui se trouve derrière le casque et derrière la console, mais bon, nous reprenons. Voilà, c'est le risque de me faire revenir derrière le micro en studio. C'est très vite, on peut partir sur d'autres sujets, mais ça laisse le temps à Cyril finalement de peaufiner ses notes, puisque je vois qu'il n'a pas encore tout préparé, ce que j'ai semblé être. Quel cafeteur. Ah oui, voilà, ça, moi j'ai fait semblant simplement. On reprend. Et on ne coupera rien. Donc on s'intéresse à Jules Janssen, un garçon né en 1824 et mort en 1907, inhumé donc au Père-Lachaise, vous le savez. Alors ce garçon très tôt a été attiré par la spectroscopie. Il était fan des travaux de Kirchhoff et de Bunsen, et donc Jules Janssen fait partie vraiment des pionniers de la spectroastronomie. Autrement dit, il va habilement combiner la spectroscopie à l'astronomie, à l'astrophysique. Et donc en 1868, eh bien, c'est lors de l'observation du spectre du Soleil pendant une éclipse, l'éclipse du roi de Siam, du côté du golfe de Bengale. Eh bien, Janssen, pendant cette éclipse, découvre un nouvel élément, l'hélium. Alors, il faut quand même préciser que c'est une co-découverte. Cette découverte, on l'attribue également en grande partie à l'anglais Norman Lockyer. Mais voilà, Janssen, en tout cas, fait partie de ces personnes qui découvrent finalement un élément, et non des moindres, l'hélium quand même. Ça va évidemment bouleverser le savoir à l'époque, et ça montre aussi que la spectroscopie est un outil extrêmement important pour l'astronomie et l'astrophysique vraiment naissante. Donc, fort de cette première grande découverte, c'est quelqu'un, Jules Janssen, qui est un touche-à-tout côté ingénieur, astronome, astrophysicien, et en 1870, eh bien, il va quitter Paris assiégé. Il quitte Paris à bord d'un ballon voilà, qui va lui permettre de rejoindre la ville de Oran. Alors il ne va pas aller jusqu'à Oran en ballon, il va atteindre la région de Saint-Nazaire, et de Saint-Nazaire il ira à Oran pour aller voir une éclipse, encore une. Voilà, aujourd'hui encore, beaucoup d'astronomes eh bien, font tout ce qu'il leur est possible de faire pour aller voir des éclipses à Oran ou ailleurs. Mais échapper à un siège, tout de même, il fallait le faire. Ah oui, complètement, parce qu'en dessous il y avait quand même quelques Prussiens, si j'ai bonne mémoire, donc pas évident. Donc il y a quand même ça me rappelle, vous savez, ces grands savants des 16e, 17e, 18e siècle qui, au péril de leur vie, partaient à l'autre bout du monde pour des découvertes scientifiques, ou d'autres qui, rappelez-vous, qui contredisaient les Écritures pour apporter du crédit aux écrits de Copernic, par exemple. Un vrai courage physique pour ce Jules Janssen, astrophysicien du 19e. C'est ça, c'est pas nous au départ de Ciel et Espace. Qu'est-ce qu'on prend comme risque en partant d'ici ? Cyril prend le vélo, ça c'est quand même difficile. Le vélo à Paris, c'est un risque. Et certains d'entre nous bravent quand même les grèves RATP. Donc c'est également une petite aventure. Mais encore une fois,
La digression ne plaît pas à l'inquisiteur Nicolas Franco, donc je continue. Donc notre ami Jules Janssen, la chronique va durer 10 heures, hein, c'est pas grave, ça laisse toujours le temps à Cyril d'écrire ses mémoires. Et donc en 1873, Jules Janssen est accepté comme membre à l'Académie des sciences. Je vais prendre cher tout à l'heure. Et en 1874, c'est là où j'en viens, 1874. Janssen va inventer le revolver astronomique pour ne rien rater du passage de Vénus qu'il va voir au Japon le 26 mai 1874. Alors certains d'entre nous se rappellent du passage de Vénus, des 2 passages de Vénus ces dernières années, notamment en juin 2004 où certains d'entre nous étaient partis à Bangkok. C'est pas le Japon, mais c'est aussi une aventure. Je vous la raconterai plus tard. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à Jules Janssen et grâce à son revolver astronomique, il va produire un des tout premiers films de l'histoire, 6 secondes, pendant lesquelles on voit clairement le passage de Vénus. Et cette vidéo de 6 secondes, on la trouve sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo faite par notre ami Janssen. En 1875, il lance le projet de restauration de Meudon, va faire construire une grande coupole sous laquelle seront installés différents instruments. Officiellement, l'Observatoire de Paris-Meudon sera fondé en 1876. Le château va brûler en 1795. Ça, c'est pour vous dire, en 1895, pardon, c'est pour vous dire qu'une grande partie des bâtiments que l'on voit aujourd'hui ne sont pas ceux qui datent de cette époque. Et puis en 1888, à 64 ans, il va continuer ses aventures astronomiques. Il va à 3 reprises monter au Mont Blanc, quasiment au sommet, puisqu'il va établir un observatoire, une lunette de 30 cm, il l'installe à 4800 mètres d'altitude. Alors elle va fonctionner à peine une dizaine d'années, si j'ai bonne mémoire, puisque très vite, la météo très peu clémente là-bas va tout balayer. Mais voilà, il monte plusieurs fois au Mont Blanc pour des observations astronomiques. Donc c'est vraiment un de ces fameux aventuriers, comme disait jadis Pierre Koller. Donc Jules Janssen, voilà, quelqu'un dont je voulais vous reparler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique enlevée. Et puis vous pouvez aller à l'Observatoire de Meudon, que Jules Janssen a fondé tout près de Paris. C'est un endroit magnifique. Alors nous commençons maintenant avec la liste d'événements pour ce mois de janvier. Nous commençons avec le frôlement de la Lune sur Uranus. Cyril, le 1er janvier vers minuit, la Lune va manquer Uranus de peu, en tout cas sur la voûte céleste. C'est un peu sportif comme observation, je crois, mais pour celles et ceux qui se seraient remis de leur réveillon, parce que c'est quand même le 1er janvier au soir, pourquoi ne pas le tenter? Comment on peut s'y prendre pour voir Uranus ce soir-là? Là, on va avoir en fait la Lune qui va être éclairée à 78%, donc c'est une belle lune gibbeuse. Donc il faudra être prêt un petit peu avant minuit, forcément. Et Uranus passera à 4 minutes d'arc du bord de la Lune. Idéalement, je pense qu'il faudrait prendre un télescope de 200 mm, grossir une centaine de fois, et essayer de pointer Uranus. Ce que vous allez voir à ce moment-là, c'est un petit disque, on va dire plutôt un point, un point plutôt bleuté verdâtre. Et puis si vous décalez un peu le télescope, vous aurez la Lune juste à côté. Ce qui est amusant, c'est que si donc vous êtes plutôt du Royaume-Uni, et que vous rentrez, vous avez fait la fête le 31 donc à Paris ou en France et que vous retournez chez vous, là ça vaut le coup de voir autre chose. C'est-à-dire que Uranus donc va passer au ras de la Lune. Ah oui, ça c'est si on est anglais. Ouais, si vous êtes anglais, ça marche bien. Alors je pense que si vous êtes danois, ça doit le faire aussi. Si vous êtes en Allemagne aussi, je pense, mais au plus près, donc Royaume-Uni. Et alors pas n'importe quelle ville, non pas la ville de Jim Morrison, donc là, mais c'est celle de Brian Jones, donc fondateur des Rolling Stones. Donc c'est Cheltenham. Donc si vous êtes donc dans cette ville qui est au nord de Londres, à ce moment-là, en fait, vous allez avoir Uranus qui va raser la Lune, et donc vous allez pouvoir à ce moment-là observer un lever d'Uranus sur la Lune. Ça, voilà. C'est pas mal. En tout cas, pour ceux qui restent en France, qui seront, je pense, la majorité de nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire que cette conjonction peut permettre de voir Uranus pour la première fois, ou est-ce que la présence de la Lune peut nous aider, ou bien c'est pas... Normalement, c'est-à-dire que Uranus, c'est une magnitude inférieure à 6. Logiquement, on arrive à la trouver assez facilement quand même. Donc, il y a pas gros problème. C'est vrai que ça peut aider parce qu'au moins, vous saurez que c'est dans le champ et que le petit point qui est juste un petit peu en bas à gauche de la Lune, ce sera Uranus. Mais en temps normal, l'été, on arrive facilement à l'observer. Très bien. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment tenter cette observation
le 1er janvier, après s'être remis de leur réveillon. On passe au 3 avec la Lune toujours, qui rend cette fois visite à Mars. Encore une conjonction. Sébastien, mais à quel point les deux astres vont-ils se rapprocher cette fois-ci ? Un peu moins d'1 degré. 59 minutes pour être assez précis, donc effectivement c'est assez proche. C'est 2 pleines lunes grosso modo, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. 1,5 degré, c'est la taille apparente de la Lune. Donc que dire, Mars, vous voulez peut-être qu'on développe un petit peu sur Mars, hein ? Oui, parce qu'en fait on l'a vu à l'opposition, elle était très belle, on n'est pas très très loin, ça reste encore un objet bien intéressant. Oui, même si l'éclat décroît malgré tout rapidement, elle reste dans des conditions tout à fait honorables d'observation pour au moins les 2 prochaines années. La magnitude là actuellement est de -1, donc ça reste un astre vraiment éclatant avec une coloration rouge-orangé toujours bien visible à l'œil nu. La hauteur est toujours intéressante puisqu'en début de nuit elle est à 70 degrés de hauteur, donc c'est quand même bien quand même d'avoir une planète aussi haute. Et puis on peut expliquer peut-être pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois quel est l'intérêt d'avoir une planète si haute dans le ciel. Ah oui, vous faites bien me relancer parce qu'à chaque fois j'oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois. Oui, heureusement. Oui. Et donc oui, quand une planète ou un astre en général se trouve bas sur l'horizon, eh bien on a quand même une obstruction, c'est-à-dire que vous avez l'atmosphère qui va considérablement amoindrir la clarté de l'objet observé, que ce soit la luminosité, mais surtout la turbulence atmosphérique qui va rendre l'objet vraiment flou, surtout si on tente une observation instrumentale, tandis que plus on va tenter l'observation proche du zénith, eh bien moins on aura cette perturbation atmosphérique, moins l'air finalement sera perturbé, moins il y aura de turbulence et plus l'image sera nette. Donc voilà pourquoi en astronomie on cherche toujours les cibles proches du zénith. Ça c'est une évidence. Et donc là effectivement le zénith, c'est 90 degrés de hauteur. Autant aller jusqu'au bout de la tentative d'explication. Et donc 70 degrés, on n'est quand même pas trop loin du zénith, surtout pour une planète, sachant qu'à nos latitudes, les planètes n'atteignent jamais vraiment le zénith. Donc une bonne configuration tout de même. Qu'est-ce qu'on voit sur Mars Alors, à l'œil nu, je vous l'ai dit, uniquement la teinte rouge-orangé, une paire de jumelles, strictement rien, un télescope d'initiation de mon époque, c'est-à-dire un 115 mm, qui aujourd'hui n'existe plus même sur le Bon Coin. Ça vous permet de révéler l'aspect disque finalement de Mars. Donc vous voyez un confetti, très peu de détails à la surface, en tout cas avec mes yeux. Par contre, avec un instrument plus posant, un 200 mm d'ouverture par exemple, vous commencez à avoir des détails, y compris dans des régions urbaines ou périurbaines. Ces détails, c'est des zones plus ou moins claires, plus ou moins sombres sur Mars. On peut s'amuser à chercher les grandes formations géologiques comme Syrtis Major et puis mettre en évidence, pourquoi pas, la calotte polaire qui reste assez visible comme une zone un petit peu plus blanche, plus claire en tout cas, proche du pôle et du limbe de Mars. Attention toutefois, Mars est très peu contrasté. Même avec un instrument de grande ouverture, même avec une hauteur au-dessus de l'horizon importante, vous avez vraiment des détails très, très fins finalement à chercher à l'œil. Donc il faut s'exercer, tenter plusieurs observations, même au cours d'une même nuit. Et attention, rappelez-vous que Mars tourne vite sur elle-même, un peu plus de 24 heures de période de rotation, ce qui veut dire que, hormis pour la calotte polaire, elle va nous présenter régulièrement différentes portions de sa surface. Et donc la zone sombre que vous pourriez voir un soir ne va pas forcément être visible le lendemain à une heure différente d'observation. Donc il faut prendre en compte également la rotation de Mars sur elle-même. Mars qui était d'ailleurs très, très belle à observer début décembre. Je crois que le 8 c'était son opposition. Bon, il n'a pas fait très beau en France, vous avez pu la voir vous ? Alors moi du côté de Cherbourg on a eu quelques trouées. J'avoue. Et donc, on a pu observer Mars, on a fait une petite observation publique. Et durant toute la période autour de l'opposition, les 2-3 semaines qui entouraient l'opposition, Mars était quand même très belle à l'observation. Donc, ouais, l'observation, elle est quand même assez mémorable. Pas aussi mémorable que d'autres oppositions qui étaient plus favorables les coups d'avant. Mais non, donc j'ai eu la chance de pouvoir observer le 8. Et moi, je joue de malchance ces derniers temps astronomiquement, puisque toutes les occultations, Eurybat, Mars, là, qui passait derrière la Lune, donc, il a fait mauvais temps systématiquement. Alors pourtant, j'avais tout prévu. J'avais même une mission au Pic du Midi pour pouvoir l'observer. Ça, c'est pareil. La dure loi de l'astronomie. Voilà, je me demande si une comète n'est pas en train d'arriver d'ailleurs. Alors, on va peut-être parler de la comète, effectivement. Tu aurais dû venir à Cherbourg. Il a fait beau pour quasiment chaque élément qu'il vient d'évoquer. À chaque fois que j'y suis allé. Alors, on verra pour la comète, parce qu'effectivement, on a une comète qui arrive, puisque à la deuxième quinzaine du mois de cette année, la comète donc C 2022 E3ZTF passe sous la magnitude 7. Cyril, alors dites-nous tout sur cette visiteuse que vous nous avez lancée sur cette comète.
Ah bah, je pense que c'est une comète de mauvais augure pour moi. Clairement, elle m'empêche de voir les occultations. C'est une comète qui a été découverte par un télescope automatique. Là, elle a été découverte le 2 mars 2022, donc il y a quelques mois, dans la constellation de l'Aigle. Elle était à 4 unités astronomiques, 4 fois la distance Terre-Soleil. Et vous pouvez imaginer que la première fois qu'on voit un petit point qui se déplace sur un champ photographique, la question c'est de savoir est-ce que c'est une comète ou est-ce que c'est un astéroïde. Donc il y a eu plusieurs observations qui ont été faites au mois de mars 2022 et au final il s'avère qu'il y avait une petite coma, donc elle commençait déjà à perdre un petit peu de gaz autour de cette comète, donc ça l'a fait rentrer dans la catégorie comète. Alors si on regarde son nom là, vous avez donné le nom qui est C 2022 E3 ZTF, c'est un peu bizarre quand même. Oui, c'est compliqué. Expliquez-nous c'est pas ça. ouais, alors C ça veut dire qu'elle est pas périodique, ça serait P sinon. Donc C ça veut dire qu'elle va passer a priori qu'une fois quoi. Enfin, voilà. Le 2022 donc c'est son année de découverte forcément. Le 3 c'est un petit peu bizarre. Alors le E c'est au final les A, B, C, D, E, F, G, etc. Ça dépend du moment où on l'a découverte. C'est que le A, c'est du 1er au 15 janvier. Le B, c'est du 15 janvier au 31. Le C, c'est du donc 1er février au 15 février, etc. Donc le E, ça veut dire qu'elle est dans la première quinzaine de mars. Et le 3, c'est la 3e comète qui a été découverte dans le mois de mars. Voilà. Et le ZTF, c'est le nom du télescope en fait qui s'appelle le Zwicky Transon Facility, qui est un télescope automatique au Mont Palomar. D'accord, donc voilà encore une découverte faite par un télescope automatique. Est-ce qu'on peut photographier une comète là donc on prédit une magnitude meilleure que 7. Est-ce que ça se tente ? Oui, ça se tente, surtout que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, Neowise, en plein été, la prédiction était à peu près du même type et on la voyait carrément bien, magnifique, on l'a bien pris en photo, c'était particulièrement chouette à faire. Donc là, photo assez facile, enfin le premier truc à faire, c'est quand même de l'observer aux jumelles, je pense. Donc de prendre une paire de jumelles. Et ce qui est amusant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une comète, elle se déplace, elle vient de faire un tour autour du Soleil. Elle sera au plus près de nous, au plus près du Soleil le 12 janvier. Là. Donc ce qui est quand même assez rigolo, c'est de repérer en fait la comète sur le fond des étoiles, c'est-à-dire de voir un petit peu comment elle se déplace et à quelle vitesse elle se déplace. Si vous avez besoin, si vous voulez la prendre en photo, en général c'est plutôt, c'est bien d'utiliser un téléobjectif ou une petite lunette pour aller essayer d'attraper le noyau et la chevelure. Si vous faites des pauses de quelques secondes, si vous n'avez pas de monture, donc faire au moins des pauses de quelques secondes, à la limite du temps avant que ça y ait un bougé. Donc sur un 200 mm, c'est faire des pauses de 4-5 secondes, ça doit passer à peu près. Si vous êtes au 50 mm, vous pouvez pousser à des pauses d'une dizaine de secondes et vous verrez donc apparaître sur le fond d'étoile donc cette tache un petit peu floue. Très bien. Écoutez, moi, ce genre de photo que j'ai réussi avec Neowise, donc je pense que tout le monde peut la faire parce que je n'ai aucune compétence en astrophoto. Voilà, c'est dit. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux téléphones, c'est-à-dire que les téléphones de dernière génération, si vous les positionnez sur une sorte d'étau, de mâchoire, là, lui-même sur un pied photo, vous permet aussi d'avoir le ciel étoilé. Il y a eu dernièrement une rubrique dans la revue Ciel-Espace qui vous parlait de ces derniers qui font des choses extraordinaires. On n'imaginait pas que ce soit possible il y a encore quelques années. Allez, on saute directement à l'événement du 22 janvier avec un très beau rapprochement entre Vénus et Saturne. C'est au crépuscule. Les deux planètes seront séparées de moins d'1,5 degré, donc moins que le diamètre de la Lune. Sébastien, c'est à quelle heure à peu près j'ai dit au crépuscule, ça nous donne une indication quand même. Exactement. Le soleil va se coucher à 17h32, donc il faut tenter d'observer après le coucher du soleil, mais avant 19h30, parce que 19h30, c'est l'heure à laquelle se coucheront Saturne et Vénus, deux astres très brillants, bien visibles à l'œil nu. Pour nos chers auditeurs débutants, je vous rappelle que Vénus, c'est incontestablement le point le plus brillant du ciel. Actuellement, la magnitude est de moins 3,86, donc les magnitudes, c'est l'échelle d'éclat des astres, et moins c'est élevé, plus c'est brillant, on va le dire comme ça. La magnitude de Saturne, quant à elle, sera de 0,82, autrement dit, ça veut dire que c'est un astre quand même assez
lumineux. Oui. La distance angulaire entre Vénus et Saturne, on l'a dit, hein, c'est 25 minutes, donc c'est vraiment très proche. Et donc le conseil d'observation à donner, c'est de regarder vers 18h30 dans la direction du sud-ouest et de chercher ces astres à une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon. Voilà, donc une observation assez facile à mettre en œuvre. Il faut quand même penser à avoir un horizon assez dégagé, malgré tout. Pas d'arbres, pas de montagnes, pas de bâtiments. C'est pas très haut, 10 degrés de toute façon. Non, c'est pas très haut, mais ça se trouve quand même en ville. Je crois que voilà, on peut avoir des ouvertures même dans des grandes villes comme Paris. Et le lendemain, c'est visible. Pardon, le lendemain, il faudra tenter ça aussi, parce qu'il sera encore plus joli, Cyril, avec un fin croissant qui va s'inviter dans le... Oui, on aura une lune illuminée à 5%, donc c'est vraiment une lumière très très fine de la Lune, une lumière cendrée. Donc pareil, ça sera le même horizon, ça sera aussi 10 degrés au-dessus de l'horizon. Donc à 4 degrés de la Lune, vous aurez Vénus, et à 1 degré de Vénus, vous aurez Saturne. Ce qu'il faut voir, c'est que le Soleil se couche à 17h33. Grosso modo, il faudrait être prêt vers 18h, 18h30, quoi, pour avoir immortalisé la scène. Ce que je conseillerais, c'est de prendre un petit téléobjectif, de cadrer en mode portrait. Si vous prenez un 200 mm, qui peut être la limite de votre zoom, vous avez 7 degrés par 10 degrés. Donc en étant en hauteur, en attendant un peu, vous allez avoir les 3 astres qui vont bien rentrer avec un premier plan, plutôt en ombre chinoise, et le dégradé du ciel. Et bien sûr, il faut quand même anticiper un peu, c'est-à-dire avoir l'horizon dégagé et pas un arbre ou un immeuble juste devant vous. Oui, c'est avoir réfléchi à son plan quand même. On peut réfléchir. Après, pour les temps de pause, c'est la question que je me pose à chaque fois, mais on fait quoi au hasard? Enfin, comment vous procédez? Maintenant, vous pouvez presque faire confiance à vos appareils numériques. Avant, c'est vrai qu'on réfléchissait beaucoup parce qu'on payait la pellicule. Hein. Donc, Oula, ça c'est... Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc maintenant, c'est vrai, on paye l'énergie, donc c'est pas bien non plus, mais vous pouvez faire plus d'images. Ce que je conseille toujours, c'est de sous-exposer, en fait, parce qu'en fait, ce qui est joli dans une telle image, c'est-à-dire, si vous faites confiance à votre cellule, elle va avoir tendance à surexposer l'image parce que elle comprend que l'image est sombre, c'est-à-dire que ce que vous prenez en photo est sombre, donc elle veut naturellement l'éclaircir. Donc si vous sous-exposez de diaph, en général, vous gardez les ombres chinoises, donc ça veut dire que vous allez avoir des arbres, enfin votre premier plan ou votre plan lointain qui est sombre, et se détache derrière les couleurs du ciel jusqu'à avoir cette lumière cendrée et les 2 points, Vénus et la Lune. Idéalement, c'est de se mettre en mode manuel dans ce cas-là, et puis de sous-exposer volontairement et de continuer jusqu'au moment où la photo vous plaît. Et surtout, ne pas oublier de faire la mise au point sur l'infini. Oui, mise au point sur l'infini, c'est ça. Pas essayer de faire donc souvent, ça vaut le coup quand même de débrayer son appareil photo, donc à la fois en manuel sur le temps d'exposition et le couple diaphragme-vitesse, mais aussi de débrayer son appareil pour la mise au point. Et dans ce cas-là, si vous êtes c'est mieux d'être sur un pied photo, vous utilisez le live view de l'appareil, c'est-à-dire que vous mettez en live view, vous regardez plus dans l'œilleton, mais sur l'arrière, sur l'écran, vous zoomez au maximum l'image que vous êtes en train de voir, vous faites la mise au point, vous dézoomez, puis vous commencez à prendre des photos et vous contrôlez directement pour avoir le bon dégradé. Super, écoutez, je pense que même un débutant pourra tenter cette photo. Et bien écoutez, justement, Cyril, vous allez garder la parole puisque c'est l'heure de votre chronique photo. Donc chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce, voire un secret issu de votre expérience. Vous avez donné les secrets déjà. Ce mois-ci, qu'allez-vous nous apprendre ? C'est essayer de faire une photo jolie d'Orion, de la nébuleuse d'Orion. Magnifique nébuleuse. Je me suis dit que c'est le moment de la prendre en photo, et c'est surtout que j'ai fait un test dernièrement, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin c'est mieux d'avoir un matériel de fou, forcément. Ça marche mieux. JWST, par exemple. Ça marche. Peut-être là, c'est trop, mais c'est peut-être un peu trop. C'est l'intérieur, là. Mais simplement prendre un petit téléobjectif ou son zoom en grossissant, en pleine puissance, et prendre une succession de plein d'images. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait plusieurs poses, non bougé, alors idéalement donc sur une petite monture en parallèle ou une véritable monture équatoriale, et en fait l'astuce là, c'est plutôt qu'une fois que vous avez une vingtaine, une trentaine d'images, ou même plus si vous voulez, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Deep Sky Stacker et qui vous permet en fait d'additionner les images, et ça le fait tout seul. Donc
Il suffit donc de prendre les images. Donc une fois que vous avez pris vos, disons, 20 images de la nébuleuse d'Orion, que ce soit même au 50 mm, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'idéalement, plus vous grossissez, mieux c'est. À partir de là, vous ouvrez ce logiciel qui est gratuit sur votre PC et vous allez glisser les images que vous avez faites dans le logiciel qui va directement les additionner, ce qui va vous permettre en fait d'éliminer le bruit. C'est-à-dire de ne plus avoir une sorte de brouillard sur l'image, et puis d'avoir un temps équivalent à X fois le temps de pause que vous avez fait directement. Donc vous allez comme ça faire une image qui est plutôt une image de débutant, mais qui vous donnera un petit peu la philosophie pour en faire une mieux plus tard au télescope. Très bien, donc Deep Sky Staker, c'est ça, voilà. Le nom de ce logiciel. Parfait. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur. Je rappelle qu'il peut s'agir d'un livre, d'une exposition, d'un astre, d'une mission spatiale, d'un astronome. Pourquoi pas, vous avez carte blanche. Sébastien, quel sera votre premier coup de cœur de cette année 2023 ? Le printemps. Ah, le printemps, le plein hiver. Du coup, constellation de la Vierge et donc galaxie du Sombrero, M104. Ça va, vous l'avez ? Non, pas trop. Je continue. Si, ouais. Au-dessus du Corbeau, facile. Exactement, parfait. Donc, constellation de la Vierge. Donc cette galaxie du Sombrero, c'est une galaxie plutôt spirale située à 28 millions d'années-lumière de nous. Le petit inconvénient, c'est qu'elle est quand même souvent bien basse au-dessus de l'horizon. On parlait des hauteurs d'observation tout à l'heure, donc là, on est quand même plutôt bas, mais ça reste perceptible, notamment aux jumelles, où la galaxie apparaît assez clairement sur le fond noir du ciel. En revanche, un télescope d'initiation, donc un 115-900, vous permet de constater clairement la forme ovale finalement de cette galaxie, qui d'après les spécialistes est une spirale, mais pas complètement spirale, c'est aussi une elliptique. Donc voilà, avec votre petit instrument d'observation, vous voyez la forme elliptique de la galaxie, mais traditionnellement, on va continuer de dire que M104 reste une galaxie spirale. Moi, je milite pour les vieilles choses, y compris comme Pluton, qui reste une planète, mais c'est un autre sujet. Et encore une fois, les regards inquisiteurs se retournent vers moi. M104, oui. Oui, alors je voulais dire qu'avec un instant. Oui, j'ai encore la parole, donc je continue. Ça fait longtemps que je suis venu, moi je vous l'ai dit, je suis très content d'être avec vous, mais vraiment, je prends un malin plaisir à reprendre la parole ici. Donc avec un télescope plus important, vous allez voir apparaître surtout la bande d'absorption. Vous savez que ce qui est caractéristique avec la galaxie du Sombrero, c'est que ça peut ressembler effectivement, comme le mime très bien Cyril, à un chapeau de Mexicain. Figurez-vous qu'en 1912, Vesto Slipher a découvert dans son spectre que son spectre était fortement décalé vers le rouge. On se rend compte que la fuite de la galaxie est d'à peu près 1000 km par seconde. Ça nous rappelle que la plupart des galaxies observées s'éloignent toutes les unes des autres, d'autant plus vite d'ailleurs qu'elles sont éloignées. Et ça, c'est un des fondements, bien sûr, d'Edwin Hubble quand il a développé sa théorie d'un univers en expansion, par l'observation des galaxies qui nous fuient. Et bien donc, regardez M104, car elle s'éloigne de 1000 km par seconde. Ça vaut quand même le coup de la voir et même de l'immortaliser, parce que là, je vais faire mon Cyril Birnbaum, mais j'ai un souvenir ému concernant cette galaxie, puisque c'est la première photographie que j'ai réalisée avec succès avec un appareil photo numérique. C'était en 2003, je crois. Et 25 secondes de pause avec un Nikon D70, j'ai bonne mémoire. 25 secondes de pause sur le 600 du pic du Midi. Eh bien, c'était mieux que les centaines de tentatives d'argentique que j'avais pu faire 15 ans auparavant. Le 600 du pic du Midi, c'est de diamètre. Hein. C'est pas en longueur. C'est pas en longueur. Exactement, c'est le diamètre du télescope. Tu fais bien de le dire. Il y a un peu de lumière. On en reparlera plus. Oui, voilà, c'est pour ça que 25 secondes avec un 600, ça marche très bien. C'est pour la boutade. Merci de m'avoir laissé. Elle devait être un peu basse quand même depuis le pic. Ouais, mais l'image, écoute, est quand même pas mal. Ouais, vraiment. Et même mon épouse, que tu connais un petit peu, a réussi à faire la même image d'M104, pareil, au pic du Midi. On avait passé un jour de l'an à l'observatoire et c'était vraiment fabuleux, de très très bons souvenirs d'observation. Ta phrase est un peu bizarre. Même pas tout à fait à la portée de tous les auditeurs quand même de photographier M104 avec un télescope au pic du Midi. Bon, alors, quel sera votre coup de cœur, Cyril? Un peu plus accessible. Je suis très embêté parce que c'est-à-dire que Sébastien n'a pas été assez bavard, donc j'ai pas eu le temps de tout finir. Mais en gros, j'en avais deux. J'avais deux coups de cœur. Alors je fais les deux coups de cœur tout de suite. Allez, j'ai le droit à deux coups de cœur. Un premier coup de cœur, c'est une image qu'on retrouve sur le site de Ciel et Espace, qui est la photo d'Andrew McCarthy, qui est le lever de Mars sur l'horizon lunaire, qui est assez impressionnante. Ouais, alors c'est vrai que on l'avait un peu vu il y a
3 ans maintenant avec la photo qu'avait fait Thierry Legault, où il avait fait un peu pareil, c'est-à-dire que le passage de Mars le long de la Lune. Mais là, je trouve que le traitement est très joli, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des couleurs sur Mars, sur Mars, c'est normal, mais aussi sur la Lune. Elle est complètement bluffante. Et puis une autre image. Et on peut la retrouver, je vous interromps 30 secondes, on peut la retrouver dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Si vous ne l'avez pas vu sur le site web, vous pouvez la voir dans le numéro papier. Elle est très belle en double page. Et puis une autre image, c'est celle de la mission Artemis, là aussi ce qui m'a scotché, c'était l'image du 28 novembre où on voit donc la capsule Orion qui prend en photo une éclipse de Terre au final, où on a la Terre qui passe derrière la Lune, et on a vraiment l'impression de voir les deux diamètres équivalents, parce que c'est en proportion, c'est une sorte d'illusion d'optique qui fait que les deux images sont particulièrement magnifique. Donc 2 photos, c'était les coups de cœur de Cyril. Écoutez, merci beaucoup messieurs, les éphémérides radio de Ciel Espace sont terminées pour ce mois-ci. Elles étaient réalisées comme chaque mois par Nicolas Franco et présentées par David Fossé. Merci de nous avoir écoutés, bonnes observations à tous et rendez-vous en février pour une nouvelle émission.